Bonsoir mesdames et messieurs, soyez la bienvenue sur les antennes de la radio-télévision Top Benché dans le cadre de votre principale édition d'information, une édition d'information qui sera essentiellement consacrée à la page Société. Comme annoncé en titre, cette édition d'information sera essentiellement consacrée au sujet de société. Parlons tout de suite de Dame SEEG. Une nouvelle année qui commence avec des coupures intempestives d'eau et d'électricité. En effet, ce dimanche 21 janvier, Dame SEEG a encore une fois de plus privé sa clientèle de ses différents services. Suzy Migueli pour les détails. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a encore surpris les populations de Port-Gentil dans la nuit de ce 21 janvier 2018. Une nouvelle année qui commence avec des coupures intempestives d'eau et d'électricité, sans avertissement ni présentation d'excuses. Un fait qui rend perplexes les habitants. Non, ils n'ont pas averti, ils n'avertissent presque pas aussi. C'est jamais favorable, hein. C'est quand même une déception, mais les gens n'ont pas de choix. Les gens sont obligés d'accepter ça comme ça, et bien voilà, c'est comme ça, hein, le Gabon. Si, on a peur, on prend des risques, il y a maintenant trop de braqueurs, etc. Donc du coup, là c'est la grâce, on se balade avec la grâce de Dieu maintenant là. C'est ça, hein. Donner encore des messages, les gens assez crier comme ça. Hein. Maintenant les gens sont fatigués, il faut faire regarder les choses comme ça jusqu'à ce que ces personnes de bonne foi penseront que bon, il y a des gens, la population, mais voilà, il n'y a plus rien qu'on attend de spectaculaire. Hein. Selon des accords qui lient Dame SEG à l'État gabonais, cette société est censée assurer la desserte en eau potable et en électricité partout où le besoin se fait sentir sur le territoire national. Cependant, ces désagréments causés aux populations en toute saison devraient susciter l'implantation d'une société concurrentielle pour le bonheur des populations. Fait divers au quartier Ntchengue, plus précisément derrière l'hôpital, dans le 4e arrondissement, où une fillette d'à peine 8 ans aurait été violée par un vieil homme d'une 50aine d'années après avoir mangé une nourriture contenant des substances médicales à ses dires. Celle-ci reconnaît les faits, bien qu'ayant une conscience troublée après cet acte crapuleux. On fait le point avec Jean-Jacques Rovaria pour les détails. Elle a à peine 8 ans, cette jeune fille qui a avoué avoir été violée par un homme âgé le samedi 20 janvier 2018 au quartier Ntchengue, dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, plus précisément derrière l'hôpital. Conscience troublée, morale abattue, cette fillette aurait mangé une nourriture qui contenait des substances médicales avec un goût assez fade selon la victime. Fatiguée, celle-ci a dû s'allonger chez un boutiquier après consommation, oubliant où elle habite, encore moins les noms de ses parents. Elle était comme droguée. Malgré cela, quelques souvenirs des scènes de son viol lui reviennent. J'étais en train de courir. Après, je suis venue ici, j'étais en train de courir toute la nuit. Toute la nuit, je courais. Après, je suis venue ici, j'ai pris le raccourci là où on passe, là où il y a le gros calignon là. Et puis, je suis venue là-bas sur le tabouret au malien là, sur le malien là-bas. Et puis, je me suis endormie. Je n'ai pas bien dormi. Non, on a seulement mangé le plat. Avec qui? Avec ma mère. Ma mère. Le plat là sentait les médicaments, mais c'était pas trop bon. J'ai avalé quelque chose, mais c'est pas ce que c'est. Les personnes qui t'ont amené ici, sinon peut-être une fille comme toi a dit que tu lui as dit que tu avais été violée. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est être violée? Oui. C'est quoi? Ça veut dire qu'on enlève une personne des habits et on la met au sol. Qui t'a fait ça? Un homme, un peu vieux comme ça. Et puis j'ai vu aussi l'homme là passer là, avec un téléphone, un gros téléphone comme ça. Une fillette bienfaitrice, dotée de l'amour du prochain, a recueilli cette mineure en détresse afin de retrouver ses parents. La petite là, je ne la connais pas. J'ai fait au mariage avec mes deux petites sœurs, Marine et Darcia. Alors j'ai fait un paquet de chips. En ressortant, j'ai vu la petite là sur la table de vie. J'ai dit bonjour ma copine, qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit quoi? On l'a vu. J'ai demandé,
tu t'appelles comment? Il m'a dit, je m'appelle Esther. Tu restes où? Tu ne connais pas. Tu apprends où? À balise, tu apprends où? Il m'a dit, j'apprends à balise 1. Maintenant, tu fais quoi cela? Il m'a dit que hier soir, il y avait la coupure chez moi, les gens sont rentrés dans ma maison. Après, papa est sorti. Maman m'a dit, fouille. Après, j'ai couru, on a violé ma mère et ma petite soeur. Après, quand je suis revenue à la maison pour voir si maman était là-bas, il n'est plus trouvé. Un acte crapuleux, ignoble, qui mériterait des sanctions auprès des autorités judiciaires, mais aussi, celui-ci devrait interpeller davantage les parents à être un peu plus regardants sur les faits et gestes de leur progéniture pour plus de sécurité, afin d'amoindrir les cas de viol fréquents dans le pays. Les commerçants situés au quartier Rio, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, sont de plus en plus inquiets. Et pour cause. La réponse dans cet élément de nos confrères de la radio-télévision Nazareth à Libreville. Installés au carrefour Rio, aux abords de la route qui mène au quartier Cosmopark, Kingele, Bellevue et Akebe, les commerçants de flipperies et autres semblent ignorer le danger qui plane au-dessus de leur tête, qui n'est autre qu'un panneau d'affichage penché suite au dérapage d'un véhicule il y a quelque temps. Panneau là parce que la fois dernière c'était un accident qui s'est produit là, mais jusqu'alors c'est pas arrangé, vous voyez que c'est pas bon quoi. Donc en plein milieu public comme ça, il faut que peut-être l'État puisse trouver une solution pour ça quoi. Le premier accident, c'est d'abord dû au cancer qui a connu cela, et ça s'est plié. Le deuxième accident, c'était un gars de la GIA qui a fait l'accident avec une RAP4. Donc, le gars, il a même perdu son pied. Ils sont partis même, comment on appelle, l'hôpital militaire. C'est dû à cet accident. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a touché le poteau. Bon, ça ne nous plaît pas déjà que le poteau, ça nous sert à quelque chose. Si on met le poteau, c'est pour mettre des affiches demain après-demain qui peut servir à quelque chose. Déjà, un milliard capital, c'est ça. Mais déjà que s'il n'est pas utilisé, on ne sait pas quoi dire. Ceux qui sont concernés pour ces gens de travaux, qui n'ont qu'à venir régler ce travail. Et cela, ça permettra que ça puisse aller dans les jours à venir. Loin de faire office de mauvais prédicateur face à cette situation, ce panneau devait être compté au nombre de ceux arrachés il y a un passé récent dans la capitale gabonaise, quoique plusieurs d'entre eux ne présentaient aucun danger. La campagne qui s'était faite à cette période sur des centaines de panneaux d'affichage est plus que sollicitée ici, se souvenant du poteau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, qui a failli ôter la vie d'un automobiliste au quartier Nkembo dans le 2e arrondissement de Libreville le 28 août dernier. Comme quoi, mieux vaut prévenir que guérir. Allons-y à présent dans la province de Haut-Ogooué pour dire que l'axe routier Akieni-Franceville est dans un état de dégradation avancée et pour cause, manque d'entretien des bus, ce qui a entraîné la formation des érosions, une situation qui menace de couper le trafic terrestre. Le point dans cet élément de nos confrères de la RTN. La localité d'Akini dans la province du Haut-Ogooué pourrait être coupée du reste du Gabon, du moins par cette voie terrestre si rien n'est fait. En effet, plusieurs érosions significatives sur le tronçon Franceville à Kiné en passant par les villages Kélé, Siami et autres menacent de couper le trafic routier. Et pour cause, depuis plus de 15 ans environ que cette route a été construite sur la base des bus métalliques au niveau des rivières Likabi et Asiami, aucun entretien n'a plus jamais eu lieu sur cette voie. Ce qui a pour conséquence l'enfouillement des bus métalliques disposés pour favoriser l'écoulement des eaux des rivières. Cette dégradation avancée de la voie représente aujourd'hui un véritable danger de jour comme de nuit pour les automobilistes qui la pratiquent au quotidien. Effectivement, l'état de la route préoccupe tous les chauffeurs de la route Franceville jusqu'à Akeni, voire au Kondia. Et chaque jour, la route ne fait que dégrader. Entre Asiami et Ngoni, c'est vraiment un danger public pour tous les chauffeurs et les transporteurs et tous ceux qui font cette route-là. Ils sont vraiment en danger permanent parce que la route est vraiment dégradée. Ça risque même de se couper à n'importe quel moment et les greniers passent par là. Donc c'est un danger permanent pour tout le monde. La réhabilitation de cette route devenue un danger public est pour le reste une priorité urgente, d'autant qu'il est question de sécurité des populations, au-delà du fait que la voie routière reste un facteur de développement. Le ministre d'État des Infrastructures, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire, Jean-Pierre Oyiba, natif de la localité, est ici interpellé.
Ouvrons à présent notre traditionnelle page africaine, mesdames et messieurs, pour dire qu'en Égypte, c'est la fin d'un long processus. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir en Égypte depuis 2014, a officialisé sa candidature. Celui qui a fait tomber Mohamed Morsi en 2013, dis-je bien, et qui a été élu avec 97% de voix, se représente pour un second mandat. Reportage d'Africa 24. C'est la fin d'un long suspense. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir en Égypte depuis 2014, a officialisé sa candidature. Celui qui a fait tomber Mohamed Morsi en 2013 et qui a été élu avec 97% des voix se présente pour un second mandat. Je vous annonce en toute honnêteté et transparence et en espérant que vous l'accepterez, ma candidature pour le poste de président de la République. Une annonce sans surprise, car depuis quelques semaines, des voix, notamment celles des députés, se font entendre pour que le président al-Sisi officialise sa candidature. Des semaines où plusieurs candidats, dont l'ancien Premier ministre Ahmed Shafik ou encore le colonel Ahmed Konsowa, ont annoncé leur candidature puis se sont finalement rétractés sans pour autant donner de raison. La candidature d'Abdel Fattah al-Sisi renforce chez certains observateurs le sentiment que cette élection à venir ne sera finalement que le théâtre de la réélection du maréchal al-Sisi. Sa candidature, c'est un non-enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu puisque c'est une continuité dans ce qui se passe déjà depuis quelques années, depuis qu'il a été placé sur le trône égyptien. Et puis c'est une fausse élection puisqu'il sera forcément réélu. On sait que l'Égypte, depuis quelques années, a abandonné le processus démocratique. Même si le scrutin présidentiel à venir est jugé perdu d'avance par l'opposition, certains candidats n'en démordent pas, à l'image de l'avocat de gauche Khaled Ali ou encore Mortada Mansour, le patron du club de football égyptien de Zamalek. Pour rappel, le premier tour de la présidentielle aura lieu du 26 au 28 mars. Au Tchad, l'aviculture attire de plus en plus des jeunes entrepreneurs. Dans le projet de diversification de l'économie lancé par les autorités, de nombreux Tchadiens se dirigent vers de nouvelles activités économiques. Le reportage de nos confrères d'Africa 24 nous en dit un peu plus. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie prônée par les autorités en 2017, les opérateurs économiques ont signé des partenariats avec les structures hollandaises pour la promotion de l'aviculture. C'est le cas de la société Tiressal, spécialisée dans la conduite des volailles, qui organise du 17 au 19 janvier 2018, dans la capitale N'Djamena, un séminaire Tchad-Hollande sur l'alimentation. Objectif, faire bénéficier aux hommes d'affaires tchadiens de l'expérience hollandaise en matière d'élevage et de commercialisation des volailles. Les opérateurs économiques tchadiens veulent bien diversifier leur investissement, mais ils ont manqué d'expérience dans certains secteurs agroalimentaires comme l'aviculture. Donc nous avons pris l'initiative de faire des partenariats avec des compagnies hollandaises qui sont très avancées dans ce domaine pour bénéficier de leur expérience. Ce séminaire Tchad-Hollande pour l'agroalimentaire est ouvert à tous les hommes d'affaires tchadiens qui désirent avoir plus d'informations pour investir dans ce secteur. Ces 2 dernières années, le secteur de l'élevage des volailles attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs tchadiens compte tenu de la forte demande sur les marchés locaux. Selon certains experts, le Tchad importe des pays voisins comme le Cameroun environ 250 tonnes de poulet de chair et d'œufs par an. Nous avons une forte demande des produits de volaille sur nos marchés locaux. La plupart des œufs et des poulets de chair que nous consommons nous proviennent des pays voisins. Donc nous estimons que le secteur de l'aviculture a de l'avenir au Tchad et que les opérateurs économiques peuvent faire des affaires dans la transformation des produits de volaille au Tchad. En tant qu'hommes d'affaires, nous estimons que c'est un excellent moyen de diversifier nos investissements. Pour rappel, selon la Chambre du commerce de l'industrie du Tchad, les poulets de chair et les œufs produits par les fermes locales couvrent seulement 35% de la demande en produits de volaille sur les marchés locaux. En Somalie, des jeunes prennent des cours de premiers secours offerts par Amin Ambulance, le seul service d'ambulance gratuit dans le pays. Une initiative bienvenue en raison de la situation sécuritaire délicate dans ce pays. En effet, les rebelles d'Al-Shaddad continuent d'effectuer des bombardements fréquents dans la capitale Mogadiscio, tuant et blessant des civils. Reportage. La Somalie connaît une instabilité politique et sécuritaire depuis 1991. Des attaques de groupes djihadistes armés récurrentes avec à la clé de nombreux blessés, mais aussi des pertes en vies humaines.
À titre d'exemple, en 2017, le pays a subi 2 attentats à la bombe faisant au moins 300 pertes en vies humaines et 400 autres blessés. À l'initiative d'Amin Ambulance, un service d'ambulance gratuit, des jeunes Somaliens prennent des cours de premiers secours afin d'aider à améliorer les missions de sauvetage dans le pays. Nous sommes dans un pays d'urgence. Les explosions et les accidents peuvent se produire à tout moment et cela peut arriver partout. Et tant que nous ne savons où et quand, nous devons avoir beaucoup de bénévoles, ceux qui peuvent aider les patients avant et après l'arrivée des médecins. C'est ainsi que nous avons décidé de commencer ce genre de formation au premier secours afin que tout le monde en profite et beaucoup de gens recevront cette formation. L'initiative d'Amin Ambulance est financée par des dons d'étudiants somaliens en médecine, mais aussi des hommes d'affaires locaux. Environ 152 étudiants se sont déjà inscrits au programme qui a débuté en décembre 2017. Il est destiné à doter les citoyens de compétences pour répondre à divers scénarios, y compris les accidents et les explosions. Il est nécessaire que tous ceux qui vivent en Somalie, en particulier à Mogadiscio, suivent cette formation de premier secours parce que notre pays est toujours en crise et qu'il est important pour nous d'aider les gens lorsqu'il y a un besoin. La raison pour laquelle je me suis inscrite à la formation de premier secours est que j'ai vu une fille brûler lors d'une explosion et je ne savais pas comment l'aider, alors j'ai décidé de prendre des cours pour apprendre. Le service d'Amin Ambulance a débuté en 2008 et a gagné en notoriété grâce à sa réponse rapide aux situations d'urgence, fournissant un soutien vital à Mogadiscio, la capitale somalienne, au fil des années. Ainsi prend fin cette édition d'information. L'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous remercier et vous souhaite de passer des excellents moments en compagnie de programmes de la radio-télévision Top Benji, une édition d'information réalisée par Castro Chiboso. Quant à moi, j'aurai le plaisir à vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.